Bonsoir et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour le journal de la rédaction et bonne année 2022. Nous sommes le mardi 4 janvier, voici les titres. C'est le plus grand rendez-vous de l'innovation, le CES Consumer Electronics Show débute demain à Las Vegas. Comme chaque année, les Yvelines seront représentées sur place, notamment par OLEDcom installé à Vélizy-Villacoublay qui développe le Li-Fi, la connexion internet grâce à la lumière LED. Elle a ouvert voici 3 ans à Chanteloup-les-Vignes. Les Potirons est une épicerie solidaire proposant des produits locaux en circuit court. Ses salariés, des personnes en difficulté professionnelle et sociale, rencontrent. Et puis une découverte, le site est parmi les derniers du genre en Ile-de-France. La Champignonnière des Carrières est installée à Évêquemont depuis 2016. Le site est spécialisé dans une production régionale traditionnelle. On vous y emmène à la fin de cette édition. La déferlante du variant Omicron qui continue de toucher les Yvelines. D'après les derniers chiffres, le taux d'incidence a franchi la barre des 2000 cas pour 100 000 habitants dans le département, soit une augmentation de 102,98% en une semaine. Une vingtaine de nouvelles hospitalisations dues au Covid-19 sont recensées chaque jour sur le territoire, dont 5 en soins critiques. 1 102 139 personnes ont reçu à ce jour au moins 2 doses de vaccin dans les Yvelines. L'hôpital privé du Mont-Gardé, le centre cardiologique d'Évêquemont vont fusionner, une décision prise par le groupe Vivalto Santé. Le nouveau site sera implanté à Aubergenville, à proximité immédiate de l'autoroute A13 et du futur RER Éole. Mathilde Francou, Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. En 15 ans, le nombre d'habitants de plus de 60 ans au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a augmenté de 30%. Face à ce constat, le groupe Vivalto Santé a choisi de regrouper l'hôpital du Mont-Gardé, le centre cardiologique d'Évêquemont à Aubergenville. Le nouveau site sortira à l'horizon 2024 sur un terrain de 20 000 m² appartenant à la communauté urbaine et à 6 particuliers. La clinique sera ici, à cet emplacement-là. Et puis nous avons bien entendu nécessité d'offrir aux patients et aux professionnels de santé un véritable parking, un lieu d'accueil pour les véhicules. Nous avons Éole, nous aurons la station de bus et je crois le deuxième arrêt au départ de la gare. Donc toutes les commodités seront là. Mais cette annonce est un coup dur pour la commune d'Évêquemont. Pour moi, c'était une surprise. Je l'ai appris donc par le maire d'Aubergenville qui m'a prévenu sous conseil de Sophie Primo, la sénatrice, nous demandant parce qu'à Évêquemont, ils sont bien au courant que la clinique va fusionner avec celle d'Aubert. C'est dommage pour Évêquemont parce que nous, ils sont là depuis 1959. Il y a près de 200 lits, donc c'est quand même une clinique qui tourne. On a de mémoire, je crois, autour de 5000 patients qui passent par an. Donc oui, ça fait quand même du trafic, ça fait du volume dans le village, quoi. Le groupe Vivalto Santé est le 3e acteur hospitalier privé français avec 7 cliniques dans le département des Yvelines. Sa volonté, renforcer significativement l'offre de soins dans le nord des Yvelines. Il y aura aussi une vraie dimension d'amélioration des circuits, d'efficience même de la prise en charge, limiter les transferts interétablissements, mutualiser aussi tous nos plateaux techniques. On est vraiment aussi sur cette dimension de recherche de l'efficience de nos organisations. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de permettre aussi une activité, en tout cas un lieu d'exercice qui sera amélioré, modernisé pour nos équipes. Avec un total de 250 lits, la future clinique concentrera des prises en charge lourdes comme la cardiologie et la pneumologie ainsi que des soins critiques. Elle permettra également de nourrir la coordination entre les différentes disciplines médicales. Le CES 2022 ouvre ses portes demain mercredi à Las Vegas. L'événement annuel rassemble les acteurs de l'innovation technologique. Pour cette édition, 140 startups françaises seront sur place pour porter haut et fier l'étendard de la French Tech. C'est l'occasion pour nous de voir ce qui se cache derrière ce terme de la French Tech, aussi les mots utilisés par les acteurs de ce milieu. Avec nous, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Alors commençons par l'essentiel. Le mot French Tech, ça veut dire quoi French Tech ? Le mot French Tech, en fait, c'est un label qui a été lancé en 2013 par le gouvernement français. Il vient labelliser un territoire d'innovation où sont présentes des startups, souvent sous la forme d'une association. Prenons un exemple, depuis 2019, la French Tech Paris-Saclay couvre un territoire à cheval entre l'Essonne et les Yvelines. Elle rassemble aujourd'hui 500 startups entre Palaiseau et Versailles en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Parmi elles, 350 sont engagés dans la Deep Tech. Alors il y a ce deuxième terme de la Deep Tech, ça s'écrit D2EP. Ça veut dire quoi Deep Tech ? Alors la Deep Tech, en bon français, c'est la technologie de rupture. C'est un produit ou un service innovant qui va remplacer une technologie en place sur un marché. Un exemple parlant, Grégory, c'est le streaming vidéo par rapport au DVD. Et vous avez plusieurs domaines d'activité de rupture présentes à Paris-Saclay, l'informatique quantique, la cybersécurité, la food tech, la medtech ou encore la robotique.
Ces startups ont une importante valorisation, mais il n'y a pas encore de licorne sur le territoire de Paris-Saclay. Alors licorne, c'est justement un terme qui peut surprendre. Ça veut dire quoi licorne aussi? Alors ne pensez pas à l'animal légendaire avec une corne sur le front. Les licornes en économie désignent des startups dont leur valeur dépasse le milliard d'euros. Ce sont des entreprises avec une croissance exponentielle qui peuvent se permettre de lever des fonds de manière importante, c'est-à-dire qu'elles se financent très facilement auprès des investisseurs. Et vous connaissez sûrement des licornes françaises, Grégory. Bon, j'ai été aidé par l'animation. Il y a Doctolib dont on parle beaucoup en ce moment. Je crois qu'il y a Deezer aussi dans le domaine de la musique. Deezer, vous avez aussi Blablacar ou encore le serveur informatique OVH. Voilà des licornes françaises qui, aujourd'hui, valent plus d'1 milliard d'euros. Merci Nicolas pour ces précisions. Et justement, on va recevoir dans ce journal un fier représentant de la French Tech. C'est Benjamin Azoulay qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonjour. Alors pour vous c'est bonjour puisque vous êtes en direct depuis Las Vegas, il est 9h du matin à Las Vegas, vous allez participer au CES de Las Vegas avec votre société, vous êt le CEO d'OLEDcom, l'entreprise est installée à Vélizy-Villacoublay à développer le Li-Fi, ça veut dire Light Fidelity, c'est un système de communication sans fil qui utilise la lumière LED et la technologie a été développée, notamment les recherches ont été menées à l'université Versailles 50 en Yvelines en essayant d'être le plus pédagogique possible. Comment ça fonctionne concrètement le Li-Fi? Alors, le Li-Fi, c'est l'acronyme de Light Fidelity. C'est un peu comme le Wi-Fi, mais au lieu d'utiliser des ondes radiofréquences pour se connecter à Internet, nous allons utiliser des LED. Nous allons éteindre et allumer les LED à très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde. C'est totalement invisible à l'œil nu. Et grâce à cela, nous arrivons à nous connecter à Internet. Alors, quels sont les gros avantages? C'est d'abord une sécurité absolue, quasiment. C'est-à-dire que le signal ne va pas être hackable à l'extérieur de la pièce. C'est également une connexion sans ondes radiofréquences dans certains endroits de l'hôpital, dans une école, dans certains sites industriels où les ondes radiofréquences ne sont pas tolérées ou ne sont pas autorisées. On a une connexion sans fil possible. Et enfin, c'est une connexion qui est ultra rapide avec une très faible latence, le temps de réponse de 0,5 millisecondes, donc très intéressant. Vous parliez de la connexion Internet, c'est forcément le premier usage auquel on pense. Il y a d'autres possibilités grâce aussi à cette technologie. Oui, bien sûr, il faut voir le Li-Fi comme étant une solution de remplacement de câbles partout où les ondes radiofréquences ne sont pas autorisées. Alors, je vais vous donner des exemples. Un des premiers marchés que l'entreprise va aborder, ça va être le spatial et l'aéronautique, parce que en remplaçant du câble dans des satellites, dans des lanceurs, dans des avions, on allège énormément les engins spatiaux. Par exemple, on va faire gagner 5 kilos sur un petit satellite Constellation, donc très intéressant. On va pouvoir également, dans certains environnements comme la défense, pouvoir fournir une connectivité sans fil, donc éviter du câble parfois extrêmement lourd et difficile à mettre en œuvre, dans les environnements où la sécurité informatique est absolue, donc on ne peut pas utiliser de Wi-Fi. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Et bien sûr, petit à petit, le Li-Fi arrive, j'allais dire, proche du grand public. On a commencé par les écoles, notamment avec cette fameuse tablette que nous présentons à Las Vegas. C'est une tablette Android. C'est la première tablette nativement équipé en Li-Fi. Donc, vous voyez, on a au-dessus un émetteur-récepteur là, qui permet aux élèves de se connecter à Internet dans une salle de classe sans ondes radiofréquences et avec une très très bonne connexion extrêmement robuste. Donc c'est la technologie que vous allez présenter sur ce CES. Justement, vous avez rencontré en 2017, vous étiez à l'aube de cette phase d'industrialisation, d'arrivée sur le marché grand public. Est-ce que vous l'avez pris ce tournant? Ça se fait petit à petit, c'est ce que vous dites? Voilà, le Li-Fi est en train de se développer d'abord sur des marchés B2B, comme souvent d'ailleurs ce type de technologie, et va petit à petit arriver dans le grand public. Je parlais du spatial, je parlais de la défense, je peux parler aussi de l'automobile. On a des applications de communication de véhicules à infrastructure. Donc petit à petit, ce sont les premiers segments qui vont adopter la technologie. Et au fur et à mesure de la miniaturisation, on est en train de lancer un circuit intégré, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la technologie devient toute petite et on commence à avoir des premières tablettes et demain des smartphones qui vont être équipés avec cette technologie et donc permettre l'accès à la technologie à tout le monde, dans des écoles, mais aussi à la maison, pour faire du home office, par exemple. Nicolas Landry. Vous avez parlé de plusieurs secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez. Vous parlez du spatial, de l'aéronautique, de l'automobile. Vous avez parlé aussi de l'école numérique qui est présente sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Tous ces secteurs sont aussi présents sur les Yvelines.
Concrètement, comment ça se passe avec les acteurs yvelinois dans ces secteurs d'activité? Comment vous travaillez? Avec qui peut-être vous travaillez? Écoutez, on a commencé, on était présent à Educatech. Ça nous a permis d'avoir une très belle exposition et de rencontrer énormément de collectivités territoriales. Alors, je peux citer par exemple la première commune dans les Yvelines qui sera équipée avec cette technologie, ce sont les Clés-sous-Bois, c'est l'école maternelle, non, pardon, c'est la crèche, c'est une des crèches des Clés-sous-Bois qui va être équipée. Puisque vous savez qu'en France, on n'a pas le droit d'exposer des enfants de moins de 3 ans aux ondes radiofréquences et on a besoin parfois de connectivité pour que, par exemple, les parents puissent connaître, avoir des informations en ligne. Et donc, on commence à installer. J'ai rendez-vous avec des personnes à la mairie de Vélizy pour commencer à envisager le déploiement dans les écoles. On commence par les écoles maternelles ou les crèches, puisque c'est l'urgence, c'est-à-dire que dans ces environnements-là, les ondes radiofréquences sont prohibées. Et petit à petit, on commence à avoir des collèges intéressés et des lycées également intéressés. Dernière question, Benjamin Zoulet, le programme sur place pour ce CES 2022, quel est-il? Écoutez, on a démarré hier par un événement qui s'appelle le CS Unveil. C'est un événement médiatique pré-CES. On a rencontré énormément de journalistes. On entend parler de nous maintenant un peu partout. On a des articles en Russie, en Chine, au Vietnam. Donc, c'est une très belle exposition médiatique pour l'entreprise. Et à partir de demain matin, heure de Las Vegas, le CES, on va dire, lui-même commence pendant 3 jours. Le CES, cette année, a été raccourci d'une journée, puisqu'on a un peu moins d'exposants et un peu moins de visiteurs liés au Covid. Mais on est quand même très, très heureux d'avoir pu participer à ce CES, parce que pour une entreprise, start-up, c'est l'opportunité de faire de très belles rencontres, notamment dans le B2B. Et vous y serez donc jusqu'au 8 janvier, c'est la date de clôture de ce CES 2022 à Las Vegas. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Zoulet. Merci beaucoup. CEO d'Oledcom, merci d'avoir été avec nous, même par distance avec le décalage horaire, puisqu'il est actuellement 9h, un peu plus de 9h maintenant, à Las Vegas. Elle a été créée il y a 3 ans par l'association Equalis. Les Potirons est une épicerie solidaire qui emploie du personnel en insertion professionnelle. La boutique propose des produits locaux obtenus en circuit court grâce à des jardins de cocagne. La rencontre est signée Céline Charles. Dans ces jardins familiaux, il est 10h en plein hiver et ces travailleurs n'ont pas froid aux yeux. Plantation de fleurs, de légumes, de fraises. Ici, travail de la terre se conjugue à la rigueur qu'exige le milieu professionnel pour venir en aide à des profils tous différents. Au quotidien, on fait des plantations. En fait, c'est pour montrer aux gens qu'on peut planter sur des petites parcelles. Une véritable passerelle restructurante pour ces adultes en perte de repères. En recherche d'emploi, ils ont été aidés par Equalis, une association qui a parmi ses objectifs l'insertion par l'activité économique. C'est pas forcément pour en faire des futurs jardiniers ou des techniciens en espace vert pour les collectivités, mais c'est surtout un support qui leur permet de se redynamiser, de sortir de leur quotidien et d'être accompagnés vers un véritable projet professionnel. L'idée, c'est vraiment de leur redonner un cadre au niveau du professionnel, savoir arriver à l'heure, le savoir-être, être présent, ne pas être absent, écouter les consignes, comme dans n'importe quelle entreprise. Professionnellement, ça m'apporte beaucoup, non seulement le savoir-être et le savoir-faire que j'avais déjà, mais ça, c'est un plus. Une belle occasion également pour les rencontres et le partage. C'est vraiment un échange. Chacun a son savoir, donc tous les savoirs se partagent. On a vraiment cet esprit d'équipe. En parallèle aux jardins familiaux, une boutique a ouvert il y a 3 ans à Chanteloup-les-Vignes. Elle emploie également du personnel en insertion. La création de cette boutique, il y a plusieurs objectifs. Un, c'était de répondre à un besoin de commerce de proximité pour offrir aux habitants des produits locaux et des fruits et légumes bio. 2, c'était de créer de l'emploi et de permettre à des personnes éloignées de l'emploi, donc sans emploi, de retrouver du travail et de venir travailler dans ce dispositif qu'est la boutique. Et 3, le troisième objectif, c'était de travailler avec les agriculteurs locaux et de valoriser la production locale. Avec un même objectif, servir de tremplin. Les personnes qui travaillent dans cette boutique sont des salariés en insertion ou en transition professionnelle, on dit, parce que ce sont des personnes qui sont à la base à la recherche d'un emploi, donc sans emploi. On a un tremplin pour eux, pour les aider à retrouver un emploi plus périn derrière. J'étais à la recherche d'emploi et ma conseillère du RSA m'a parlé de cette association. Du coup, j'ai fait en sorte de postuler ici. Ça me permettait d'intégrer doucement le monde du travail.
une initiative valorisante pour le personnel. Depuis le début, je veux dire, ça m'a apporté de la confiance. Ça, c'est important. Ça permet de renouer avec le monde du travail aussi. La première chose qu'on va regarder sur mon CV, c'est si j'ai de l'expérience dans le domaine. Et là, c'est le cas, j'apprends. Un cercle vertueux entre production locale et vente de proximité qui permet à de nombreuses personnes de retrouver le chemin de l'emploi chaque année. Le sport du football et un Yvelinois sur le devant de la scène. Édouard Michu, 18 ans, a connu hier lundi la première titularisation de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Le coach Mauricio Pochettino l'a aligné au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti et d'Ander Herrera pour affronter Vannes en 16e de finale de la Coupe de France. Le joueur formé au Chennai et à Versailles a même failli marquer. Regardez, son tir s'est écrasé sur la barre du portier de Vannes, Clément Petrel. Le PSG l'a emporté facilement 4-0 avec des buts de Kipembe et un triplé de Mbappé. Vous voyez le 4e but de Kylian Mbappé, 4e but pour le Paris Saint-Germain et son 3e but hier pour l'attaquant français. Le PSG d'Édouard Michu qui pourrait être le prochain adversaire du FC Versailles en Coupe de France. Le tirage au sort des 8e de finale a lieu ce mardi soir à 20h. Ça pourrait être du lourd pour les Yvelinois. Parmi les 16 dernières équipes, 9 écuries de Ligue 1 donc avec le PSG, l'Olympique de Marseille, Monaco, Nice ou encore une équipe entre Lens et Lille qui s'affrontent ce soir. 4 clubs de Ligue 2 également dont Toulouse et Bastia. Enfin, aux côtés des Versaillais, un autre représentant de la Nationale 2, c'est la 4e division nationale, c'est Bergerac. Quoi qu'il advienne, le parcours de Versailles est déjà exceptionnel. Le FC Versailles qui jouera pour la première fois de son histoire au stade des 8e de finale de cette compétition. Avant de vous laisser cette découverte en Ile-de-France, il ne reste que très peu de champignonnières. L'une d'elles se trouve à Évêquemont. Le site est spécialisé dans une production régionale traditionnelle. Mathilde Francou et Céline Charles nous font visiter ce lieu. Angèle Moyoli fait partie des 5 derniers champignonistes d'Île-de-France. Il est situé à Évêquemont, une commune dans le nord des Yvelines depuis 2016. Il fait pousser des champignons de Paris dans les carrières de pierre, mais pas que. Allons découvrir tout ça. Bonjour. Alors vous êtes champignoniste. D'où vient cette passion des champignons ? Une passion qui vient de naissance, puisque ma famille, toute la famille est champignoniste. Mon grand-père était champignoniste, mes parents, mes oncles, toute la famille a été dans le champignon. J'étais bercé dans ce métier-là et ça m'a toujours plu, puis je suis resté dans ce métier-là. Et la particularité d'ici, c'est que vous récoltez, vous élevez vos champignons dans une carrière. Qu'est-ce que ça donne aux champignons comme goût ? Qu'est-ce que ça... Alors, une carrière, déjà, on voit déjà le lieu est assez simple, bizarre. Le lieu, il y a l'odeur, parce que le champignon, c'est un filtre. Il respire et il garde les odeurs sur quoi ça pousse et où ça pousse. Donc déjà, il va prendre son temps, il va absorber l'humidité ambiante, l'odeur du fumier, de la terre de gobetage. Il va prendre ce goût. On travaille à des températures très basses, nous, c'est-à-dire 13, 14, 15, 16 degrés. Donc ça évolue tranquillement. Il a le temps d'absorber, de prendre une consistance. Donc il a ce parfum, il n'est pas comme l'industriel, où l'industriel il poussera très vite parce que très chaud, beaucoup d'eau. C'est comme la tomate de serre, la tomate de jardin, c'est la même chose, sauf que nous on n'a pas le soleil, mais on a le lieu, le goût, l'odeur qui se fait. Et donc il y a tout fruit et légumes qui prend son temps, une consistance et un goût. C'est surtout ça. Et nous, en carrière, on se base sur ça, sur le goût. Le goût et la tradition de travailler. Voilà. Et alors où est-ce que vous les faites pousser ces champignons ? Je les fais pousser un petit peu plus loin dans la cave. On va découvrir tout ça ? Oui, je vais vous faire montrer tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. On va en prendre un par là. On va prendre celui-là. Voilà. Il est rond. Il est collé contre. J'aurais pu le laisser grossir encore un peu. Plus il va grossir, plus il va venir plus plat. Et ici, ça va se voir, peut-être voir s'ouvrir. Comme on va le casser, celui-là il est plus plat. D'accord. La membrane là, elle est encore collée, mais elle commence à s'affiner. Si j'attends encore un peu, il va venir de plus en plus plat et là, il va s'éclater. Donc à ce stade-là, il aurait fallu cueillir même un petit peu avant. Bon, là, ils sont en paquet, donc ceux qui sont en haut vont arriver plus vite en maturité, et avec des jambes plus longues, puisqu'ils veulent passer par sur dessus les autres. Et quand ils sont un par un, comme ce stade-là, on arrive à les voir le faire grossir. Mais tous les jours, il faut que je vienne. Là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vais cueillir tout cela. Tout cela, ils sont mûrs. Tout cela, ça va pour demain. Après, là, il y en a quelques-uns dedans. Là, au départ, faut faire des sacrifices, on va dire. Ou on laisse plus mûr pour demain, ou je passe, je sélectionne. Je dois faire 500 kg par semaine à peu près. D'accord. Et vous les vendez ensuite ? C'est vendu, oui. Je produis, qu'est-ce que je vends ?
Voilà. Et dans mes clients, j'ai 500 kg en moyenne par semaine, j'ai besoin. Et vous les vendez à des particuliers Je travaille un peu avec des particuliers ici sur le point de vente, en fin de semaine, des commerçants qui font des marchés, des maraîchers qui ont les points de vente sur l'exploitation, beaucoup, des épiceries, des restaurateurs, une cantine, des gars qui font les paniers de fruits et légumes aussi pour les entreprises. Et puis je travaille beaucoup avec des associations, des AMAP aussi. Alors ici, c'est complètement différent des champignons de Paris. C'est pas la même façon de travailler. Ici, c'est que dans les sacs, vous avez de la paille qui est pasteurisée, broyée pasteurisée, transpancée. Puisque ici, c'est de la pleurote, c'est des lignivores qui ignorent de la lignite, le bois. Donc il faut que la structure elle soit plus dure. Que le champignon de Paris, c'est compost parce qu'il faut que ça soit composté, parce que là, il faut que ça soit beaucoup plus dégradé. Par contre, là, c'est dans des sacs en plastique noir. C'est pareil, le filament s'est développé à l'intérieur. Il y a des trous. Par contre, ici, il y a 8 heures de lumière par jour. Il y a une minuterie. Comme si on serait dehors. Il faut recréer le cycle extérieur, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Angèle, pour toute cette découverte et puis pour votre accueil. Merci aussi à vous d'être venu jusque-là. Et voilà, maintenant, vous en savez un peu plus sur les champignons. Et moi, j'ai plus qu'à déguster tout ça. Et je pense que je vais avoir des champignons pendant plusieurs mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, premier numéro de l'année pour le 7-8 Culture, présenté par Célia Gatsongo. Très belle soirée avec TV78.